votre présence, merci de la présence des intervenants. Donc, nous allons débuter cet après-midi avec la troisième table ronde sur les financements. Et, oserais-je dire, c'est Emmanuel Bonnet qui va... Ah oui, c'est vrai. C'est Emmanuel Bonnet, donc. Alors, moi, je suis Catherine Skiradja du fil conducteur, et donc qui a été présentée ce matin par Marie-Hélène. Emmanuel Bonnet, que je présente rapidement. Emmanuel Bonnet est écrivain. Il a publié une quinzaine de livres, principalement chez Verdier, Gallimard et La Fosse aux ours. Il a également travaillé comme psychiatre pendant une quarantaine d'années, essentiellement à l'hôpital public. Emmanuel, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous. On m'a demandé de vous parler d'économie, enfin, en sens large, c'est-à-dire des budgets de la psychiatrie et des perspectives et des questions qui se posent autour de la question financière. Alors j'ai repris, je crois que j'ai très peu de temps, hein. C'est ça, 5 minutes. Je vais essayer de ne pas vous étourdir avec les chiffres, mais j'ai repris un chef-d'œuvre de Marion Le Boyer et Pierre-Marie Lorca, qui s'appelle Psychiatrie d'état d'urgence, que vous aimez tous, j'imagine, qui est très très frappant parce que c'est un livre qui plaide pour la concision, la clarté, la rigueur, et qui, en fait, dès qu'on rentre dans les chiffres, est complètement flou, mais impressionnamment flou. En gros, ce que disent les deux auteurs, donc le livre est paru en 2018, c'est qu'en 2012, la psychiatrie coûtait, en argent public, 109 milliards d'euros par an. Le décompte de cette somme, de cette évaluation, se faisait en 3 grands postes budgétaires. Et là, le flou règne de manière la plus absolue. Le premier poste, c'est ce qu'ils appellent les coûts directs. Coûts directs, c'est ce que paye l'assurance maladie pour l'hospitalisation, les frais pharmaceutiques de psychotropes, les frais de consultation et les frais de transport médical relatifs à la psychiatrie. Alors, je ne me souviens pas bien, mais il y a la première fois que ça apparaît, ça coûte, page 261, ça coûte 13 milliards et quelques. Et puis 3 pages après, ça coûte 23 milliards. Bon, vous faites votre choix, hein, c'est un peu comme vous voulez. Oui. Après, il y a un autre coût direct qui intervient, mais qui est difficile à évaluer, c'est le coût de l'invalidité et des arrêts maladie pour cause psychiatrique. Bon, alors là aussi, il y a c'est assez bizarre, mais en gros, ça nous mènerait, ça ferait 11 milliards à peu près. Donc, je pense qu'on peut tabler sur 24 milliards de coûts directs pour les soins et 11 milliards de coûts directs pour l'invalidité de l'assurance maladie. Le deuxième poste, c'est indirect. Ça va au niveau songe. Ouais. Les coûts indirects sont évalués par Fondamental à 24 milliards et quelques. Alors ça, c'est la perte en productivité, l'absentéisme au travail et le coût pour les proches de gens malades psychiatriques qui ne peuvent pas forcément, enfin, qui sont obligés de prendre des jours de congé, etc., etc. Très honnêtement, je ne suis pas économiste, j'ai aucun moyen de vous dire si ce chiffre a une quelconque fiabilité. Prenons-le pour plausible, faute de pouvoir vérifier. Le troisième poste, c'est les coûts qu'ils appellent intangibles. Là, c'est le gros du budget, c'est 65 milliards d'euros par an. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est le budget de la défense plus le budget de la justice. Donc, on est vraiment sur du lourd. Et là, c'est de l'argent virtuel. C'est-à-dire que c'est la perte en qualité de vie, la perte en joie de vivre, le manque à jouir, dirait Lacan,
et également la perte en longévité, en espérance de vie, ce qui est intéressant d'ailleurs à bien retenir à l'esprit. Pour évaluer cette somme, pour arriver à cette somme de 65 milliards, on prend le PIB par habitant. C'était 65 milliards en 2012, je précise. Donc ça a beaucoup évolué. On prend le PIB par habitant et on dit que chaque personne qui va bien, en somme, qui a une vie épanouie, a un coefficient de qualité de vie de 1. Ils appellent ça le QALY, A-L-Y. Si vous allez pas bien du tout, vous avez 0. Et si vous allez moyennement, vous avez 0,5. Bon. Donc, le PIB par habitant, à l'époque de leur calcul, c'était 23 000 ou 29 000, je sais plus, 29 000 euros par an. Et actuellement, ça serait plutôt 38 000. Donc, on évalue la qualité de vie des gens porteurs de troubles mentaux et on fait ce calcul. Si on améliore le score de qualité de vie, on ne modifie en rien ni le PIB total du pays, ni les revenus des gens concernés, ni la dépense publique, ni rien du tout. C'est de l'argent totalement virtuel. En gros, ça correspond à l'évaluation qu'on pourrait faire d'un précium doloris, qu'on pourrait appeler le précium morbi, le prix de la maladie. Si quelqu'un devait se charger en quelque sorte, dédommager les malades pour le manque le manque d'épanouissement qu'ils éprouvent. Alors, comme on a très peu de temps, je vais tout de suite à ma conclusion. Vous savez que Fondamental propose de faire 18 milliards d'euros d'économies par an. Je pense que la manière la plus simple, compte tenu de ce que je vous ai exposé sur les coûts directs, indirects et intangibles, c'est de dire que l'indice, grâce à eux, l'indice de qualité de vie a suffisamment augmenté pour que ça coûte plus de 65 milliards par an, mais 47. Et on n'a rien modifié, à rien, et on retombe sur ce qui me semble être comment dire, le proverbe ou la phrase qui symbolise la psychose, dorénavant, ce sera comme d'habitude. Bon, maintenant, on va écouter en audio Laurence Deleur. Donc, c'est une journaliste d'investigation, une réalisatrice de documentaires qui travaille beaucoup avec Mediapart, avec Arte et avec des tas d'autres, Blast, etc. Et qui a fait une enquête dans Mediapart sur la privatisation de la psychiatrie et qui a donc des papiers qui sont sortis encore aujourd'hui. Voilà. Voilà, donc on va l'écouter. Je m'appelle Laurence Deleur, je suis journaliste indépendante. Je travaille depuis 25 ans. Je réalise des documentaires et je fais également des enquêtes en presse écrite. J'ai réalisé plusieurs enquêtes sur la psychiatrie publique et privée. Un documentaire qui s'appelle SOS Jeunesse en détresse et des enquêtes sur Corian qui est devenu Clariane, qui est à la fois un groupe qui s'occupe des personnes âgées mais aussi de psychiatrie, et Emeis, le nouveau nom d'Orpea, qui a aussi investi dans la psychiatrie. Alors, pourquoi ces grands groupes investissent dans la psychiatrie privée? C'est avant tout pour une question de rentabilité. Il y a un rapport récent du Sénat qui indiquait que les marges de rentabilité de la psychiatrie étaient de 5 à 8% et que c'est plus important que les autres secteurs de la santé. Donc, ces grands groupes, sans arrêt, ils étudient voilà, ces secteurs. Et par exemple, Corian s'était désengagé de la psychiatrie en vendant plusieurs établissements, a initié en 2013, en disant à ses salariés, on n'est pas bon en psychiatrie, on ne sait pas faire, c'est pas notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est les personnes âgées, donc il vaut mieux qu'on vende les établissements et qu'on se concentre sur notre cœur de métier. Et puis 7 ans plus tard, il change d'avis. Le secteur des personnes âgées n'est pas aussi lucratif que celui de la psychiatrie, et il rachète ces établissements à Inicia. Il rachète le groupe Inicia en entier en 2020, qui depuis a fortement grossi. Et donc, ils investissent à nouveau dans ce secteur. Et Orpea, donc, qui s'appelle maintenant MIS, fait de même.
et possède à la fois des cliniques, mais aussi des hôpitaux de jour. Et c'est plus rentable qu'une clinique parce qu'il y a moins de frais. On n'a pas besoin d'avoir un grand terrain pour ouvrir. C'est des petites structures qui offrent des activités aux patients la journée. Et par exemple, un groupe comme Clinipsy, qui a vendu plusieurs cliniques à Orpea, c'est recentré sur les hôpitaux de jour uniquement parce que c'est extrêmement rentable. C'est des chiffres d'affaires de plusieurs millions d'euros. Il y avait un des hôpitaux de jour, il faisait quasiment 2 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une quinzaine de places par an. Donc ça crache vraiment beaucoup d'argent. Alors la part du privé, elle est minoritaire, hein. La psychiatrie privée est minoritaire encore en France. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça évolue. Et le nombre de lits en psychiatrie privée est passé de 11% en 1975 à 30% ces dernières années. Donc ça a augmenté très significativement. Et je pense que c'est amené à se développer encore, puisque la psychiatrie publique ne va pas bien. C'est très compliqué d'ouvrir des nouveaux lits en psychiatrie publique. On a plutôt tendance à les fermer qu'à les ouvrir. Alors que les groupes privés lucratifs ont une capacité d'investissement et d'ouvrir des cliniques et des hôpitaux de jour qui est beaucoup plus rapide que les hôpitaux publics. Ce que me disent mes interlocuteurs, c'est que les agences régionales de santé, donc qui pilotent les établissements de santé dans les régions, elles étaient plutôt réticentes il y a une vingtaine d'années à ouvrir le secteur de la psychiatrie, où il y a des personnes vulnérables, hein, à des groupes privés lucratifs. Et là, j'observe, j'ai étudié donc un cas précis, c'est un projet de clinique psychiatrique du groupe EMIS près de Strasbourg, à Schiltigheim. Ils ont tenté pendant une vingtaine d'années d'obtenir des autorisations. Ça leur a été refusé à plusieurs reprises. Et là, ils les ont obtenus. Ils ont obtenu d'ouvrir une clinique et 2 hôpitaux de jour, plusieurs hôpitaux de jour, à la fois pour des mineurs et puis des jeunes adultes. Et l'ARS, j'ai bien vu dans nos échanges, hein, elle n'a pas souhaité me fournir les documents relatifs à ce dossier. Et puis, ce qu'on observe, c'est que le directeur de l'ARS n'a pas suivi l'avis de la commission d'offre de soins, qui donne son avis sur tous ces dossiers de demande d'autorisation. Et en général, le directeur de l'ARS suit ses avis. C'est pas obligé, c'est pas obligatoire, mais en général, il suit ses avis. Et là, à plusieurs reprises, il y a eu des avis négatifs et l'ARS est passée outre ces avis. Alors, ce qu'on raconte aussi dans cette enquête sur avis, c'est que les délais avaient été dépassés pour ouvrir la clinique et que l'autorisation a quand même été renouvelée. Après, ce que me disent en off des gens des ARS, c'est regarder dans quel état est la psychiatrie publique. On a besoin du privé lucratif. Regardez le nombre de familles de jeunes qui ne trouvent pas de place, qui n'ont plus de soins. On a besoin du privé lucratif. On ne va pas leur dire non, alors qu'il y a tous ces gens qui frappent à la porte. Donc, la FHPPSI, la fédération qui fédère ces acteurs de la psychiatrie, elle l'a bien compris, ça. Elle était très présente, elle a fait une note, l'intention du ministère de la Santé, pour proposer des solutions pour l'avenir de la psychiatrie. Elle est attentive à tout ça. Et oui, j'observe que les ARS, les agences régionales de santé, sont assez bienveillantes vis-à-vis du privé lucratif. Lors de mon enquête sur Corian et Clariane, donc pour Mediapart, j'avais révélé qu'une clinique avait ouvert 24 lits de plus. Ça correspondait, ça augmentait la capacité de plus de 50% de la clinique. Et il faut normalement l'autorisation de l'ARS en amont, ce qui n'avait pas été demandé en amont. Et l'ARS a beaucoup tardé à me répondre là-dessus. Finalement, a reconnu qu'il n'y avait pas eu d'autorisation donnée, mais m'a précisé dans nos échanges qu'elle tenait à souligner que cette clinique était un partenaire de qualité. Ce n'était pas ma question. Je ne m'interrogeais pas sur la qualité des prestations et je ne soulevais pas de défaut de prestations. Mais j'ai trouvé ça intéressant que l'ARS mette ça en avant, alors que moi, je soulevais un problème d'irrégularité juridique, en fait, d'autorisation. J'ai trouvé ça assez révélateur. Je vais maintenant passer la parole à Julia Duplessis, qui est infirmière aux hôpitaux de Saint-Maurice, adhérente CGT, membre du collectif pour l'avenir des hôpitaux de Saint-Maurice et les Murets. Merci. Merci. Alors, ça va être un témoignage de ma pratique militante, en fait.
notamment au sein du collectif pour l'avenir des hôpitaux Saint-Maurice et les Murets. Alors, l'hôpital est sous-financé, sa destruction est savamment orchestrée et nous voyons les rationalisations à l'œuvre de manière accélérée. Diminution du budget au niveau national, fusion des hôpitaux. Ce qui est des nôtres, c'est Saint-Maurice qui a fusionné avec les Murets il y a 2 ans. Saint-Maurice, c'est Esquirol pour la psychiatrie, c'est un nom qui parle un peu plus. Mise en application de la réforme du financement de la psychiatrie depuis janvier dernier. Le travail de saisie des actes devient un enjeu de pression et de désorganisation visible au quotidien pour les soignants et les secrétaires. Mais aussi pour ce qui concerne les HPEVM, c'est comme ça qu'on s'appelle maintenant, les hôpitaux Paris-Est et Val-de-Marne, un projet de restructuration immobilière d'ampleur qui va endetter les hôpitaux à hauteur de plus de 200 millions d'euros. Le but avancé de ce projet, optimiser les flux. En effet, d'un point de vue topographique, l'hôpital est sur une colline. Alors on va jusqu'à dire que c'est un frein à la circulation des patients et des soignants, du matériel. Et la direction pense d'ailleurs davantage à la circulation des camions de livraison dans l'hôpital qu'à la manière dont on soigne. Concrètement, la partie basse du site Esquirol doit être cédée en bail amphithéotique pour une bouchée de pain au privé lucratif qui en fera pépinière d'entreprise, logement, centre de formation au standing. Et 2 nouveaux bâtiments d'une surface 3 fois moins grande seraient construits sur une parcelle boisée classée de l'hôpital à côté de la rééducation et non plus côté psychiatrie. Alors face à tout ça, nous avons créé, à partir du travail de la CGT, un collectif, il y a bientôt 3 ans, rassemblant syndicats, élus, non syndiqués, patientes, soignantes, habitants du territoire et associations de défense de l'environnement, pour se battre contre ce projet de construction de bâtiments neufs et demander la rénovation des bâtiments actuels. Pour des raisons écologiques, le maintien des arbres et la non-artificialisation des sols. Pour des raisons cliniques, avoir des patients extérieurs pour pouvoir déambuler dehors à l'intérieur du service quand on est hospitalisé, c'est indispensable. Mais aussi pour des raisons financières. En effet, ce projet, il coûte 308 millions d'euros. Et l'État ne le finance qu'à hauteur de 30%. L'hôpital décide donc de céder 26 000 m² d'Esquirol pour un montant de 13 millions. Donc 13 millions, il en faut 308 pour le projet. Mais il va surtout devoir recourir à l'emprunt massivement et la variable d'ajustement sera la masse salariale. Des suppressions de postes, donc, et des rationalisations, celle du travail des secrétaires. Un audit a été conduit il y a quelques mois pour rationaliser le travail des secrétaires. Des approvisionnements en matériel aussi basiques que des draps, par exemple, sont rationalisés. Ou encore un manque de liquidité pour les régies, essentielles pour financer notamment les activités en hôpital de jour. Nous avons maintenant très peu de liquidité en stock, parce que tout ce qui est stocké coûte cher, et il faut que l'argent travaille, toujours. Donc on a des e-cards où on peut dépenser dans certaines enseignes seulement, et dont l'usage au quotidien nous pose tout un tas de tracas. Mais au sujet de finances, je voudrais parler de choses plus réjouissantes. Avec le collectif, nous avons lancé un recours juridique contre le projet immobilier il y a 2 ans. À plusieurs requêtes, syndicats, élus des différentes communes prises en charge par l'hôpital, France Nature Environnement. La facture des frais d'avocat du recours est de 6 000 euros. C'est une petite somme à trouver, une petite somme qui nous fait nous mobiliser et surtout qui nous tient ensemble, tous différents grosses sommes, qui nous tient ensemble malgré les frottements, parce que des frottements, il y en a quelques-uns. Outre le recours juridique, nous diffusons au tract sur les marchés pour informer la population, dans les communes du secteur, au plus proche de là où vivent nos militants. Le secteur est une vraie force pour une lutte comme celle-ci, alliant élus, citoyens et patients. Le projet concerne 17% de la population parisienne, 40% du Val-de-Marne. Avec l'outil syndical, j'ai une décharge qui me permet de tenir sur la durée. Je passe dans les services sur mes heures de décharge pour prendre le temps d'échanger avec les collègues, notamment dans les extras éparpillés un peu partout sur le territoire.
Je suis beaucoup en lien aussi avec l'Union locale CGT Ivry, Charenton, Saint-Maurice, Alfortville, Maison-Alfort, permettant de faire connaître la situation de l'hôpital auprès de l'interprofessionnel, et j'ai des formations syndicales. Nous sommes aussi adhérents à la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, grâce à qui nous avons accès à tout leur travail de fond depuis 20 ans, qu'ils font depuis 20 ans. Nous faisons des soirées publiques d'information soutenues par des assos et des militants locaux. Et pour ce qui est de récolter des sous, nous avons une cagnotte en ligne sur notre blog et nous faisons des actions. Ainsi, grâce au tissu associatif et militant du Point, nous avons fait 2 repas de soutien à la cantine de Matagaï. À cette occasion, j'ai eu la bonne surprise d'ailleurs de voir une collègue de l'hôpital non syndiquée qui ne participe jamais aux réunions et qui là est heureuse de mettre la main à la pâte en préparant le repas. Grâce aux liens de résistance créés depuis plusieurs années, nous mettons en commun notre force avec le collectif des Semaines de la Folie Ordinaire francilienne, qui existe depuis 2018. Collectif qui nous a proposé de soutenir notre lutte en organisant un concert de soutien ensemble à la Parole errante en octobre dernier, dans le cadre des Semaines de la Folie Ordinaire. Ces initiatives, non seulement elles nous rapportent des sous, mais elles nous permettent aussi de sortir de simples réunions et paroles. Elles nous permettent de faire ensemble dans des ambiances festives et conviviales et nous donnent envie de continuer et de porter des luttes de la psychiatrie auprès de personnes qui n'en entendent ordinairement pas parler. Ce travail n'est pas fini, il nous reste un peu moins de la moitié de la somme à récolter ensemble. Il nous reste plein de points de secteur de l'hôpital où nous ne sommes pas encore allés. Nous avons de la matière à continuer à faire ensemble, à rencontrer de nouvelles personnes. De proche en proche aussi, le fait de tenir dans la durée et l'outil syndical nous permet de mettre en place des solidarités. Nous avons rencontré la coordination Monde d'Or, qui fait le même travail que nous pour la santé, au niveau du département 94, partie de l'hôpital Monde d'Or, mais rassemblant maintenant différents lieux de soins à défendre du Val-de-Marne. Notamment la Fondation Valmer, à Gentilly, où l'ARS vient de fermer 60 000 hospitalisations. Et nous dirigeons vers l'organisation d'une soirée publique à l'échelle du département sur la psychiatrie en juin. Pour finir, je dirais que bien que l'État et le budget de la santé s'amenuisent, en étoffant nos tissus militants à échelle locale, le secteur est notre allié, on trouve des ressources parfois inattendues. Aussi, mobiliser la diversité des pratiques militantes pour que chacun y trouve son compte nous permet de nous renouveler. Nous sommes dans une course de fond, nous avons besoin de ressources, d'argent et de diversité. Merci beaucoup pour cette intervention très complète. On va laisser la parole à Maître Bellassem, lanceur d'alerte, psychiatre. On a pu à présenter ici et auteur de plusieurs ouvrages dont un sur la contention. Voilà. Ouais, bonjour, merci. Je vais faire une intervention, c'était sur le santé-mentalisme algorithmique, mais il y a déjà plein de trucs qui ont été dits ce matin. Donc c'est pas grave, c'est la pause. Vous êtes en train à moitié de... Non, pas de dormir. Mais non. Non, vous êtes là. Donc, premièrement, je fais une pub pour Olivier et Amélie Brisson qui vont sortir un disque qui s'appelle Fondamental. Alors, genre, il ne faut pas falloir acheter Fondamental, on s'écrit ce matin. Mais Lauriane, elle est là, je ne sais pas, bon, je peux intervenir. Jean, merci. Voilà. Bon. Donc, la proposition de loi a aussi pour but de définancer la psychiatrie publique, mais surtout de créer de nouveaux marchés. C'est ça l'enjeu principal. Et cela sans état d'âme. Et cet état d'esprit fonde les politiques publiques aujourd'hui. Définancer et responsabiliser les usagers. On l'a entendu ce matin, notamment avec le fil conducteur. C'est-à-dire que on va responsabiliser les parents quand il s'agit de psychiatrie et de TND, et puis les usagers en psychiatrie adulte, et on va en fait créer des dispositifs d'anesthésie générale. Alors par exemple, la grande cause, où on redouble cette année, les premiers secours en santé mentale. Bon, si, on va culpabiliser quand même les secouristes, qui vont pas réussir à faire mieux que les soignants, en fait. Et ce santé-mentalisme entend prendre le contrôle de nos âmes et de nos économies. En psychiatrie, en fait, fondamental, c'est la plateforme logistique du santé-mentalisme algorithmique. Et alors là, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Le Capital algorithmique que je vous recommande parce que ils décrivent en fait la mue du capitalisme contemporain. C'est-à-dire que l'extraction, elle se fait sur les données et les algorithmes qui sont en fait les moteurs d'accumulation de la valeur. C'est ça qu'il s'agit de chercher et de trouver.
Et donc, la plus-value, elle est réalisée à partir de cette extraction de données qui sont là intimes et subjectives, comme on l'entend depuis ce matin. Ce qui est important aussi, c'est de piger que la forme d'entreprise actuelle, c'est celle du capital algorithmique, c'est-à-dire c'est la plateforme. Et on a bien vu Uber Psy un petit peu partout. Il y a un article de Mediapart autour de Better Help que je vous encourage à aller voir. Le documentaire de Laurence Delair aussi, où elle raconte comment à New York, on a financé pour les gamins et les ados des chatbots conversationnels qui marchent qu'à moitié d'abord, et puis surtout c'est un certain temps, et puis ça permet qu'il n'y ait plus de vraies personnes en face. Bon. Donc ça, c'est la forme d'entreprise, c'est la plateforme. Et le mode de travail, c'est celui qu'on vit partout dans les services, c'est le travail parcellisé, à la tâche, et il y a un travail invisible. C'est le précariat digital, parce que toutes nos histoires de pseudo-intelligence artificielle, ça marche quand même à partir des crowd workers, qui sont ces travailleurs pauvres, notamment à Madagascar et dans les pays du Sud. Et c'est à partir de là que les algorithmes travaillent quand même. Donc il ne faut pas les oublier parce que il faut arrêter avec ce mythe de la dématérialisation. En fait, c'est une surmatérialisation. Si on a des téléphones, c'est parce qu'il y a 6 millions de morts au Congo. Au Nord Kivu, il y a une guerre, c'est à cause de ces extractions, de coltan, etc. Donc on arrête avec ces idées de dématérialisation. Et juste quand on sait que la nouvelle certification de la Haute Autorité de Santé, il est dit qu'il va falloir qu'au niveau organisationnel, l'intelligence artificielle rentre dans les services, il va falloir pirater les ordinateurs massivement. Bon. Et juste pour rappeler quand même, la vente de logiciels, hein, tous les logiciels dans les hôpitaux, ça coûte et ça rapporte du fric. Il faut aussi avoir ça en tête. Et pour la petite histoire, le capital algorithmique naît de la publicité. C'est-à-dire qu'au tournant des années 2000, il s'agit pour Google d'offrir des publicités ciblées grâce aux algorithmes pour vendre des produits aux clients. Et il faut dire aussi que ça vient sur on va battre en brèche les droits fondamentaux à la vie privée. Et le consentement est systématiquement bafoué. C'est ce que je racontais ce matin. Quand vous cliquez le consentement, en fait, vos données sont filées. Et d'ailleurs, on ne devrait pas dire des données, on devrait dire des prises, parce que c'est le capital algorithmique qui prend ce qu'on ne lui donne pas, en fait. Et ça, ce consentement bafoué, ça résonne quand même assez particulièrement en psychiatrie pour nous, quoi. La logique publicitaire fondamentale et de ses alliés, en fait, elle est analogue à celle de Google. La valeur sur laquelle se fondent les nouveaux marchés de la santé mentale, il découle des algorithmes et donc de la mise en données des expériences humaines que ces chercheurs-là, ils appellent la datification. Et ça, c'est vraiment le processus clé qui arrive partout, quoi, dans les services. Donc, les patients de psychiatrie, ça a été bien dit ce matin par Marianne, c'est des ressources précieuses pour cette extraction ciblée. Et d'ailleurs, Marion Leboyer a dit au Sénat en décembre 2025, c'est une sénatrice qui m'a raconté la scène, je cite, « Nos données sont ouvertes ». Et alors, quand la sénatrice en question, qui est Raymond Poncet-Monge, lui dit « Mais comment ça, vos données sont ouvertes, c'est des données de santé, on fait pas n'importe quoi quand même avec les données de santé », malaise. Bon. Et ce qu'il faut dire, ça crée des marchés, mais c'est quoi les marchés qui sont créés? C'est les marchés du comportement futur. Et c'est ça qui intéresse les investisseurs, c'est-à-dire des marchés qui visent à prédire finement, grâce aux algorithmes, les futurs achats des clients. Donc c'est une logique de prédiction, comme on l'a dit aussi ce matin. Mais dans les applications de santé mentale, ces nouveaux puits de données qui vont être valorisés, qui vont faire du fric, on peut voir cet imaginaire de la prédiction, il va se transposer sur comment on prédit un comportement pathologique avant qu'il ne survienne. Et ça, rappelez-vous, 2009, la loi sur la rétention de sûreté. À l'époque de Nicolas Sarkozy, président au maintenant bracelet électronique, qui proposait des bracelets électroniques pour les patients. On s'en rappelle, le collectif des 39 s'était mobilisé à ce moment-là. En fait, la logique de la rétention de sûreté, elle est précisément sur une prédiction de comportement. On va prédire un acte qui n'est pas encore arrivé et qui va arriver. Donc, on voit bien que cet imaginaire de la prédiction, il nous a quand même colonisé depuis assez longtemps. Ouais. Donc, prédire les comportements, c'est vraiment se centrer sur ces comportements, c'est abandonner la logique de prévention. Parce que là aussi, prédiction n'est pas prévention. Et c'est ça qu'on veut nous faire avaler comme amalgame.
Et donc ça, c'est pas des logiques de soins. Se centrer sur le comportement pour soigner, c'est faire fi de comment la personne peut guérir, comment elle peut se rétablir. On peut employer les mots qu'on veut, là où on est, hein, à sa manière et selon des chemins qui sont pas dessinés par avance. Juste pour terminer quand même, la psychiatrie, on dit là de précision. Avant, on disait transnationnel, parce que fondamental, il change l'emballage, hein. Et bon, là, c'est l'emballage là. Donc, prédiction, psychiatrie transnationnelle, c'est-à-dire qu'on va translater les découvertes du laboratoire à la vie concrète. Bon, maintenant, précision. Bon, tout ça, ça n'a pas démontré d'utilité pratique, comme il a été rappelé notamment ce matin par Gonon, par Patrick Landman, et que c'est une formidable source de captation des investissements et de fabrication du profit. Donc cette divine comédie, elle prêterait à sourire si elle captait pas tous les budgets. On l'a dit aussi 15 000 fois ce matin. Et elle reconfigure aussi nos mentalités à toutes et tous. Donc je pense que là, stratégiquement, il faut pas qu'on soit aussi violent sur la neurosensibilité que ça crée dans le champ social. Il va falloir aussi qu'on fasse à partir de ça, parce que les gens s'émancipent à partir de ce que dans l'imaginaire de la société on leur propose, bah pourquoi pas. Mais il faut savoir que la neurosensibilité du champ social, avec les diagnostics à la mode actuellement, elle se fait sur un fond de marché et de renforcement du marché. Bon, et puis il faut pas s'étonner aussi que les chatbots conversationnels marchent si bien quand les soignants, nous, on s'est déjà transformés en algorithmes décisionnels. Ce qui a été dit ce matin par les internes en psychiatrie sur le fait que finalement la formation qui apprend à rentrer en contact avec les personnes, eh ben, ce n'est plus au goût du jour. Il y a 20 ans, on dénonçait déjà exactement les mêmes choses. Et à l'époque, n'était pas encore passée la réforme de la formation des internes, où ils voulaient, les universitaires de psychiatrie, former les internes juste avec des grilles et des échelles d'évaluation pour la dépression, pour la trouble bipolaire, pour la schizophrénie. Tout ça, c'est rentré maintenant, donc on a un travail de contre-monopole à créer. Et pour terminer quand même, ces histoires-là, il faut pas oublier, et moi je fais vraiment la distinction, et je vous la redonne comme ça, entre, on fait pas les mêmes métiers, c'est-à-dire que les fondamentalistes et compagnie, c'est des cérébrologues. Alors c'est très bien qu'ils soient des cérébrologues, c'est-à-dire que ils s'occupent des discours et des énoncés et des lois du cerveau, voilà, pourquoi pas. Mais en fait, le diatrose de la psyché, c'est l'activité de soin de la psyché, c'est-à-dire c'est comment on est actif à rentrer en contact et comment on maintient le contact. Et ça, je crois qu'il faut pas lâcher ce truc-là. Bon, je vais juste terminer pour dire pourquoi accepter tant de malheurs, tant de souffrances et de désespoir, alors que nous pouvons faire l'expérience que ce sont les liens réels, les lieux qui accueillent ces liens, les milieux qui entrecroisent ces lieux, qui sont source de vie vivante. Pourquoi on accepte autant de malheurs, en fait? Il ne faudrait pas qu'on accepte ce malheur. Et comme point d'espoir, c'est que les ressources, elles sont pas infinies, en fait. Et que les conflits d'usage sur l'eau douce, sur l'énergie, l'électricité, sur les minerais rares et les pollutions extractivistes, elles font que commencer. Et je vous signale quand même que par rapport à tout ce qui était envisagé dans la construction des data centers, les gens ils sont en train de faire marche arrière. Il y a moins de data centers qui vont être construits que prévu. Il y a des mobilisations un peu partout dans le monde contre les data centers parce que les gens savent que le prix de l'électricité augmente, que l'eau douce, eh ben, ils en ont moins parce que un prompt ChatGPT, c'est 2 verres d'eau. Donc, la lutte, elle va être aussi à ce niveau-là, quand la hype de l'intelligence artificielle, elle va retomber. Et juste par rapport à ce que disait Yann Diener ce matin sur la colonisation, arrêtons d'employer le mot d'intelligence artificielle. Et je vous propose d'employer comme un informaticien italien l'a proposé. Il propose d'appeler ça le System Approaches to Learning Algorithm and Machine Inference. Soit salami. Donc, mon salami m'a dit que, mon salami, bon, que cette proposition de loi, elle ne doit pas passer, elle ne va pas passer, car elle est basée sur un mensonge thérapeutique, scientifique, économique et démocratique. Et donc, ce meeting, c'est une des pierres, mais pas seulement. Donc, haut les cœurs. Merci Mathieu. On va maintenant visionner une vidéo, s'il n'est pas là, et c'est Albert Sicole, professeur émérite de psychopathologie et de psychologie clinique à l'Université Lumière Lyon 2,
psychologue, psychanalyste et président de l'association Convergence des psychologues en lutte, qu'on va écouter maintenant. Merci. Bonjour, je remercie les organisateurs pour ce meeting et pour leur invitation. Je regrette de ne pas pouvoir être présent physiquement. Fondamental promet, grâce au prestige et à l'efficacité de ses centres experts, une économie de 18 milliards d'euros à la nation. L'escroquerie a très bien été mise en évidence par François Bonnon et l'équipe qui a travaillé avec lui pour dénoncer l'imposture. Dans ce modèle idéologique du fondamental, modèle profondément neuro-essentialiste et technocratique, la finalité n'est pas de soigner, elle est d'éviter les coûts liés aux soins. Et si la santé mentale a été décrétée grande cause nationale, c'est en fait parce qu'elle a un fardeau économique, comme l'a dit un ex-ministre de la Santé, on appréciera la formule. 23 milliards d'euros, 14% des dépenses de l'assurance maladie. Le président de la HAS, institution elle-même colonisée par le neuro-essentialisme, défend la nécessité que la psychiatrie, comme toute autre spécialité médicale, puisse disposer d'outils diagnostiques biologiques, de données biologiques, de biomarqueurs. Et pourquoi? Parce qu'elle représente le premier poste de dépense de l'assurance maladie. C'est bien un argument économique, perspective qui au passage ne relève pas a priori des missions de la HAS, qui oblige à nier la spécificité de la psychiatrie et du soin psychique et à leur imposer des modèles neuro-essentialistes. Et on connaît les effets délétères de ces modèles sur les pratiques de soins psychiques. Le dispositif Mon Soutien Psy participe de cette même logique. Mon Soutien Psy, qui est un véritable fétiche de la Macronie, un étendard systématiquement exhibé pour témoigner de l'importance accordée par les gouvernements macronistes successifs, comme par le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, aujourd'hui démissionnaire, et par la direction générale de la CNAM, à la santé mentale, notamment des jeunes, mais pas seulement. Évidemment, le montant alloué par l'État à la mise en œuvre de ce dispositif, 170 millions d'euros, est anecdotique, comparativement au budget consacré à la santé mentale. Et ce dispositif est l'un des symptômes de l'ubérisation des soins psychiques et de la marchandisation de la santé mentale. Et son financement n'est que gaspillage. S'il était utilisé à bon escient et affecté au service public, il permettrait de répondre de façon bien plus adaptée aux besoins de la population. Il faut bien comprendre que la mise en œuvre de Mon Soutien Psy ne consiste pas à injecter de l'argent supplémentaire dans le marché de la santé mentale, comme ses promoteurs essaient de nous faire croire. Elle consiste à priver le service public de moyens dont il a grandement besoin, vu son état de délabrement, et à retirer les financements à des structures ou des dispositifs pertinents, efficaces depuis longtemps et qui ont été détruits. Je pourrais multiplier les exemples, je n'en citerai qu'un qui est paradigmatique. Il s'agit d'une association qui est née il y a 20 ans, dans une grande ville du centre de la France, et qui gérait un réseau ville-hôpital dans le champ de la périnatalité. Elle travaillait avec un réseau de 25 psychologues libéraux dans la ville et ses environs, tous des praticiens chevronnés, formés à la périnatalité. Elle était en lien avec tous les services hospitaliers, était implantée dans la ville, connue, reconnue par l'ensemble des professionnels. Ce réseau suivait rien moins que 700 bébés par an. Toute la structure était financée par l'ARS, financement qui comprenait la rémunération des salariés, la rémunération des consultations des psychologues libéraux du réseau, la formation, la supervision, le travail d'équipe. En novembre 2024, cette association a fêté ses 20 ans d'existence et elle a fêté en même temps son enterrement. L'ARS venait en effet de signifier la suspension de tout financement en 2025. Pourquoi? Parce que ce réseau faisait double emploi avec Mon Soutien Psy. Mon Soutien Psy qui s'adresse à des patients de plus de 3 ans et non à des bébés, ce à quoi l'ARS a répondu que ce n'est pas grave, et il suffira de dire que c'est la mère la patiente. Mon Soutien Psy qui ne prévoit aucun travail d'équipe, aucune approche pluridisciplinaire, aucune supervision, aucune formation. Il s'agira d'un gâchis lamentable, d'une destruction massive, l'année même où la santé mentale est décrétée grande cause nationale. Et alors que l'efficience majeure de ce dispositif a largement été mise en évidence. Je pourrais donner bien d'autres exemples encore. Ajoutons à cela le fait que les services de la CNAM n'hésitent pas à appeler même des psychologues salariés, en particulier hospitaliers, qui n'ont pas d'activité libérale, pour les convaincre de se conventionner, quitte à diminuer leur emploi, leur temps de travail dans les institutions publiques, lesquelles sont déjà à l'agonie. Et notre association, la Convergence des psychologues en lutte, commence à avoir des retours de collègues salariés de structures publiques que l'on pousse au conventionnement,
pour garder leur poste. De l'argent destiné aux libéraux revient ainsi aux institutions qui détournent de fait le dispositif, avec au passage une pression sur les psychologues. Ne serait-il pas plus simple et logique de donner les fonds directement aux structures? Le budget consacré au développement de mon soutien psy, et pire encore avec la seconde brique annoncée, qui est beaucoup plus redoutable que mon soutien psy, budget auquel on pourrait ajouter le coût de revient sans doute énorme des nombreuses campagnes publicitaires, permettrait de créer des milliers de postes de psychologues, entre 2500 et 4000, selon les grilles de salaire, dans des structures de soins du service public qui sont particulièrement adaptées aux besoins de la population, qui reçoivent les citoyens sans discrimination, mais qui sont exsangues avec des files d'attente insensées. Un tel budget permettrait de créer des postes de psychologues aussi à l'école, où l'on trouve un psychologue pour 1600 élèves alors qu'il en faudra le double. À l'université, où il y a un psychologue pour 15 000 étudiants et où il en faudrait 10 fois plus. Dans les établissements médico-sociaux, où exerce parfois un seul psychologue pour des centaines de résidents qui ont des pathologies très lourdes, comme en maison d'accueil spécialisée par exemple, et ailleurs encore. Et tout cela pourquoi? Pour un dispositif trompe-l'œil, miroir aux alouettes, qui est inadapté, rate sa cible et ne répond pas aux besoins des citoyens. Il suffit pour s'en convaincre de consulter les données mises à disposition par la CNAM elle-même et reprises en partie dans un rapport du gouvernement au Parlement en mars dernier, rapport évaluant le dispositif Mon Soutien Psy. Seules 5 consultations sur 12 sont consommées en moyenne. 75% des personnes qui consultent sortent du dispositif avant la 8e séance. 36% des patients sont hors invitation, le dispositif ne faisant que pallier les manques d'offres conventionnelles. Seuls 11% des personnes qui utilisent le dispositif sont en situation de précarité, etc., etc. Tout ce pognon de dingue permettrait de créer des milliers de postes de psychologues là où ils sont attendus par la population qui en a besoin. Je vous remercie. Oui, nous allons maintenant laisser la parole à Jocelyne Bouffe, qui est à la Commission nationale de psychiatrie de la CGT. Merci, Jocelyne. Bonjour à tous, ça fait d'abord très plaisir de voir tout ce monde. Même si on va le sujet plus fun avec le financement. Donc le soin psychique, plus que tout autre, est lié à une vision politique du monde et du sujet. Le financement, la question du financement ne peut donc être détachée de la vision du monde de ceux qui le déterminent. Aussi, si le sujet de cette table ronde ne paraît être qu'une question d'argent, en fait, il n'en est rien. En effet, le nouveau mode de financement de la psychiatrie n'est que l'outil qui permet d'un côté de soutenir les abords scientistes en psychiatrie et de l'autre de structurer les attaques contre l'approche humaine et sociale qui a fait la force du secteur après la Seconde Guerre mondiale. Pour décrire ce nouveau mode de financement, on peut dire que c'est une usine à gaz peu lisible, technocratique, complexe, et qui met sur un même pied les hôpitaux publics et les cliniques des grands groupes privés lucratifs et introduit le financement à l'activité. Et lorsque la journaliste du média tout à l'heure, je dis une bêtise, de Blast, disait qu'effectivement aujourd'hui les cliniques privées se retournent vers la psychiatrie, ben c'est juste parce que le mode de financement il a changé et qu'il rapporte beaucoup plus pour eux. Ils ont très bien compris. Donc les 3 grands compartiments de financement sont la dotation populationnelle, 80% du financement qui est lié à des critères multiples et variés, démographie, étendue du territoire, population rurale, déserts médicaux. Et ainsi, s'il y a plus de médecins généralistes dans un lieu que dans un autre, eh bien ce secteur-là aura moins de financement. Alors que les médecins généralistes, jusqu'à nouvel ordre, ne sont pas des psychiatres, ou alors ce sont des psychiatres qui s'ignorent. Sur ces 80% donc de financement, sont prélevés 2% pour les fameuses activités FIOP, Fonds Innovation Organisationnelle en Psychiatrie, ce qui est très joli dans le mot. Et donc, c'est-à-dire les équipes mobiles, la réhabilitation, et aussi tout le travail du maintien à domicile, où les familles doivent aussi maintenant devenir des soignants de leurs propres proches. C'est aussi donc tout le financement de tous les nouveaux centres diagnostiques, autisme, bipolaire, etc. Donc tout ça fait partie des 80% et des 2%. À côté de ça, 15% de la dotation sera en fonction de la file active. Donc, c'est quelque chose qui ressemble étonnamment à la T2A, qui, je vous rappelle, a mis à mal tout l'hôpital public général.
Ce tarif à l'acte, aujourd'hui, on en voit les conséquences. Ainsi, il s'agit de favoriser les prises en charge intensives, les équipes mobiles au détriment du CMP et du secteur, valoriser la multiplication des actes aux dépens de l'individualisation de la prise en charge. Cette multiplication d'actes se produisant avec une enveloppe fermée par région, cela va entraîner une compétition non seulement entre le privé et le public, mais entre les hôpitaux entre eux et entre les services d'hôpitaux entre eux. Ce sont donc encore les patients qui feront les frais de cette logique libérale et financière, opposée à ce que devraient être les missions de service public. Concrètement, aujourd'hui, au quotidien, cela se traduit dans de nombreux hôpitaux par une incitation à faire plus d'actes, plus d'activités, activités qui ne se nomment même plus thérapeutiques. Les espaces de pensée, les synthèses, les réunions cliniques, les analyses de pratique, les échanges avec les partenaires, tout cela sont des actes non répertoriés et donc non financés. Cette dotation va donc pénaliser les institutions qui prennent en soin les patients chroniques, les soins non, comme l'ALCIDES qui n'existe plus d'ailleurs, semble-t-il, et les patients à difficultés sociales peu rentables. Le dernier 5% de ce financement porte sur le codage. Le codage n'a qu'une qualité, c'est d'être chronophage et de nous éloigner encore plus des patients. Coder et comptabiliser les actes, c'est aussi mettre en place une gouvernance par les chiffres, une logique de surveillance et une marchandisation du soin psychique validée par la certification. S'ajoutent ensuite à ces trois compartiments les appels à projets des ARS qui aujourd'hui dictent un petit peu les orientations des hôpitaux. Et de plus en plus, les hôpitaux s'inscrivent dans cette course effrénée au projet qui détruit la politique de secteur sans aucun état d'âme. Le sujet disparaît au profit du symptôme, ce qui de fait inscrit le soin dans le morcellement et dans un rapport direct, non avec la maladie, mais avec la question de ce qu'elle va rapporter. Et pour rendre cela possible, il s'est agi d'attaquer au préalable la psychanalyse, la psychothérapie institutionnelle et tous les courants de pensée qui impliquent réflexion, interrogation, analyse et reconnaissance de l'autre. Il s'agit de ne plus prendre en compte l'histoire du sujet, sa dimension affective, relationnelle, tout ce qui fait de lui un être singulier. Il s'agit de tailoriser les prises en charge, de privilégier les thérapies brèves, les molécules chimiques, de rééduquer, de faire rentrer le patient dans des cases préétablies par la politique sanitaire et l'HAS. C'est une négation de la question de la rencontre si essentielle dans nos pratiques. C'est une négation de la singularité du sujet. Et ainsi, derrière la question du financement, s'entreaperçoit une vision normative, totalitaire et néolibérale de la psychiatrie, qui transforme les professionnels en outils à faire des profits avec des patients objets de rentabilité. Merci, Jocelyne Goux, pour cette intervention tout à fait claire et limpide. On va laisser la parole au collectif 13 de Marseille qui sont venus en nombre et qui sont très impliqués les uns et les autres dans cette création du collectif en décembre 2025. Hein. Et c'est Mélanie Packer qui va prendre la parole. C'est un centre d'addicto d'Édouard Toulouse qui a lancé ce collectif et ce qui me semble très intéressant aussi, c'est que ils ont ouvert la porte à d'autres structures. Il y a déjà le château, c'est-à-dire le centre de santé dans les quartiers nord de Marseille, etc. Enfin, ils ouvrent la porte pour faire connaître à la fois leur collectif et leur combat, mais aussi pour que ça s'élargisse à d'autres collectifs et d'autres combats. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour cette organisation. Vraiment, merci infiniment. Alors, je vais commencer avec des mots de Gilles Deleuze dans Les sociétés de contrôle. Il n'y a pas lieu de craindre ou d'espérer, mais de chercher de nouvelles armes. Alors, à l'automne 2025, à Marseille, la préfecture, en lien avec l'ARS et une association du médico-social,
le groupe SOS pour ne pas les citer, convoque le pôle addicto de Édouard Toulouse autour d'un projet de contrôle d'identité, d'arrestation et d'accroche aux soins, comme ils disent. Nous sommes alors appelés à intervenir pour en réalité contrôler des personnes consommant du crack à Marseille. Nous refusons. Ce refus n'est ni un retrait, ni un désengagement. Il s'appuie sur des questions fondamentales, c'est un mauvais jeu de mots, restées sans réponse. Qui sont ces personnes? D'où viennent-elles? Pourquoi ce quartier? Dans quel cadre sommes-nous appelés à intervenir? S'agit-il de monter une équipe de rue et au service de quoi? Au fil des échanges, une médecin affirme: nous avons le pouvoir, nous savons soigner, pas eux. Pourtant, il apparaît que le projet ne vise pas prioritairement le soin. Il repose sur la criminalisation des consommateurs dont ils veulent nous faire les complices, que nous récusons catégoriquement. Il nous apparaissait inconcevable d'être présents au moment où ces personnes auraient été contrôlées. Il ne peut y avoir de soins adressés à des individus rendus visibles comme problème public sans être reconnus comme sujet. Ce que nous demandons, ce sont des moyens permettant de prendre le temps de la rencontre et non d'endosser le rôle de porte-étendard d'une solution déjà pensée. Ce refus ne tient pas à un malentendu, mais à un désaccord de fond. L'urgence de répondre à un problème de société, nourri par le ras-le-bol d'une partie de la population et par la médiatisation du crack à Marseille, nous est apparue difficilement compatible avec notre éthique de clinicien. Celle-ci repose sur la recherche de sens, dans la rencontre et dans le temps. L'instantanéité avec laquelle nous devions nous positionner, par un oui, par un non, face à une question complexe, nous a interrogés. Dans le même temps, notre pratique s'est trouvée transformée à travers des appels à projets imposés par l'ARS. Et là, je vais nommer l'Agence Santé Publique France, dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui, qui fixe les orientations de l'ARS concernant les addictions, mais pas seulement. Censée financer des missions de prévention auprès des jeunes éloignés du soin, souvent du fait de la ségrégation territoriale, c'est-à-dire les quartiers nord de Marseille, se sont imposés de nouveaux cadres, de nouvelles exigences, formation obligatoire, indicateurs de performance, temporalité contrainte. Et dans la logique néolibérale, cet appel à projet poursuit la trajectoire déjà empruntée des financements d'impulsion, fabriquant un consentement apparent du service. Là où au nom du soin, on prenait l'argent pour désobéir, l'étau se resserre désormais. La désobéissance est devenue impossible. Les soignants doivent obligatoirement se former à l'entretien motivationnel. Ils ne sont plus des soignants d'ailleurs, mais ils sont des préventeurs. Les jeunes accompagnés ne sont plus des soignés, mais deviennent des clients. Sous couvert d'efficacité, il est demandé de répondre donc à cet appel à projet qui impose à la fois le rythme des financements, la précarité des postes et un impératif qui, quoi qu'ils en disent, ne repose sur aucune étude sérieuse, ni théorique, ni expérimentale. On ne soigne plus, mais on gère et on contrôle. Nous n'avons plus affaire à des sujets, mais à des publics cibles. Et la souffrance psychique est devenue une question de flux et d'impact. Collectivement, de nouveau, nous avons affirmé que le temps de la désobéissance n'était plus celui du crayon dans la machine, mais celui d'une remise en cause frontale de ce type de financement. Un financement qui, au-delà de la question du temps du soin, tend à imposer une langue qui interdit le soin psychique. Une langue du contrôle social, de l'articulation entre financement privé et État, ce qu'on rappelle depuis tout à l'heure, du contrôle financier qui dénie l'épistémologie et surtout ignore le réel des jeunes que nous accompagnons. Nous avons vu deux dynamiques se rejoindre. D'un côté, la criminalisation de la toxicomanie et de l'autre, la normalisation gestionnaire du soin psychique. Dans les deux cas, le temps se contracte. Il faut vite décider, intervenir vite, répondre vite. À cela s'ajoutent les projets de loi successifs visant à marginaliser la psychanalyse et à étendre le modèle des centres experts. Tout converge vers un même point de bascule, que s'efface le temps et le sens de l'autre qui cherche une adresse pour parler et se penser dans le monde qui nous traverse. Comme le souligne Paul Virilio dans Vitesse et politique,
Gouverner consiste à réduire les délais, accélérer la décision et anticiper. Il montre que la modernité a progressivement substitué au contrôle de l'espace un contrôle du temps, faisant de la vitesse une nouvelle forme de domination. Il y a une transformation en profondeur des pratiques, y compris celle du soin, du fait d'une accélération qui n'est pas neutre. Cette dernière influe les modes de décision et limite la possibilité de réflexion. Ce qui compte n'est plus ce qui est vécu, mais ce qui apparaît brièvement juste avant de s'effacer. L'accélération n'est pas seulement visuelle ou corporelle, elle est politique et existentielle. En compressant le temps, les politiques de financement escamotent les espaces d'élaboration et de subjectivation. Nous ne pouvons plus nous taire. Il est nécessaire de nous organiser, de nous rencontrer et de penser ensemble à ce que nous faisons quand nous soignons. Pour cela, nous avons décidé d'affirmer que nous savons soigner et que nous devons le prouver, mais dans une autre langue. Et pour cela, donc, il faut prendre le temps du lien, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous réunir pour nous organiser et riposter. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. La dernière intervention, c'est Marie-Julie Cortès, présidente du syndicat des hôpitaux national des psychiatres des hôpitaux. Oh là là. On n'a pas tout mangé. On n'a pas tout mangé. Et qui est chef de pôle en psychiatrie adulte à Mantes-la-Jolie et qui a choisi depuis toujours les hôpitaux généraux comme base. Et pourquoi pas, moi je trouve que c'est très intéressant comme idée. Voilà. Alors, l'idée n'est pas de vous parler de la psychiatrie à l'hôpital général, sinon il faudrait aussi que je vous dise pourquoi. Parce qu'à la base, je viens de la neurochirurgie et ça va vous faire rire parce que ça me fait tristement marrer quand j'entends parler de neurosciences, etc., etc. Je parierais volontiers que si je donnais à un certain collègue, dont je ne citerai pas le nom, une IRM à lire, il ne saurait pas. Moi, oui. Je suis médecin psychiatre des hôpitaux publics, mais il s'agit pas de finances. Parce qu'elle m'a demandé de parler de sous. Alors, je vais parler de sous, mais les sous les plus vilains. Ce matin, Jean-François Delaporte a parlé de la financiarisation de la médecine. C'est ce dont je vais vous parler maintenant. Un président de la République qui, je crois, est encore le nôtre, dit un jour, il faut que nous reconstruisions le système de santé. Mais avant, il faut le déconstruire. Je crois que nous y sommes. Et on pourra lui rendre crédit de cette action. Tout à l'heure, il vous a été montré comment la balance entre l'exercice privé lucratif et l'exercice de la psychiatrie publique se modifiait à travers la réforme des finances de la psychiatrie. Nous étions favorables à une réforme. À chaque fois qu'il y a une réforme, il y a un possible effet de bord et le politique n'oublie jamais de les utiliser. Le risque de la financiarisation de la médecine, c'est pour la psychiatrie, dont les publics sont vulnérables qu'ils n'accèdent plus aux soins. Le risque de laisser s'instaurer dans le code de la santé publique des structures qui sont des plateformes qui deviendront l'entrée dans les soins, parce que pour moi c'est construit comme ça. L'objectif, c'est que l'on toque à une porte qui est un guichet d'entrée unique, que l'on vous évalue et que l'on vous donne une feuille de route. Et ensuite, vous, c'est-à-dire nous, citoyens, qui pouvons être confrontés à n'importe quel moment à une maladie, et en l'occurrence à la maladie mentale, nous allons chercher les effecteurs de soins selon un principe qui est celui du benchmarking. Lorsqu'on financiarise la santé, et nous connaissons des pays où c'est le cas, dans notre pays qui est l'Espagne, c'est le cas, eh bien, vous avez un système assurantiel, et ce système assurantiel vous ouvre la porte à des soins, à des gens qui produisent des soins ou ne les produisent pas ou plus. Si nous allons jusqu'au bout du raisonnement, le risque, c'est même pas tellement que
fondamentale qui a des fonds privés deviennent le guichet d'entrée de la psychiatrie et de soins en psychiatrie de façon générale. Le risque, c'est qu'en fait, il n'y ait plus d'entrée. Nous en arrivons là. Si il n'y a plus d'entrée et que par ailleurs nous développons une politique de prévention qui est distordue à l'extrême. La prévention, c'est génial lorsqu'il s'agit de prémunir tout un chacun d'entre nous de choses graves qui peuvent lui arriver. C'est beaucoup moins génial s'il s'agit de produire de l'économie de soins prévisibles pour de mauvaises raisons. Il y a un pays qui est très fort pour la prévention et où les médecins sont les meilleurs cliniciens du monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun moyen de soigner les patients. Ce pays, c'est une île. Il y a un gars qui la regarde assidûment actuellement. Et je parle là de nos confrères de Cuba. Attention, la financiarisation de la médecine, ça implique qu'un jour, vous, moi, on peut se retrouver sans accès aux soins. Ça implique aussi que la psychiatrie publique, qui se trouve inévitablement aux confins de toutes les problématiques sociétales, est à répondre à, eh bien, si les gens qui ont une mutuelle, parce que c'est comme ça que ça se passe, ou une assurance, on a une comme on veut, qui est alimentée par des fonds de pension, parce que c'est aussi comme ça que ça se passe, que ces fonds de pension sont donc des actionnaires, et que ces actionnaires, comme tous les actionnaires, ont des exigences, et donc des exigences de production. Ça, c'est un bras. Et que de l'autre côté, il y a une société qui considère que la dangerosité est liée au fait de ne pas être bien dans sa tête. Mais enfin, docteur, si un terroriste se fait sauter, c'est qu'il est fou. Il faut être fou pour faire ça. Quel meilleur moyen que celui de la psychiatrie publique qui ne pourra rien faire d'autre? Il se trouvera inévitablement transformé en accueil de la défense sociale. Regardez comment c'est foutu. Nous sommes en train ici de réfléchir de façon réunie à pourquoi il ne faut pas laisser un lobbying autoproclamé financé par des fonds privés être le donneur d'ordre. Mais il y a à côté d'autres choses et elles ne sont pas moins graves. Il y a, et tout à l'heure Mathieu parlait de, entre guillemets, rétention de sûreté. Il y a au moins 2 projets de loi. La loi Orwell d'un côté, qui indique que nous allons devenir ceux qui diront quoi faire de gens qui ne peuvent qu'être fous parce qu'ils sont terroristes. Et quoi faire, c'est les garder, hein, on a bien compris. Et quelqu'un qui considère qu'on ne les garde tellement pas, c'est la sénatrice Boulet, eh bien qu'il faudrait produire une réelle rétention de sûreté hospitalière en cas d'irresponsabilité pénale au moins égale à la peine qu'aurait dû encourir l'un ou l'autre s'il avait été, je dirais, classiquement jugé, avec une rétention de sûreté de 10 ans. Est-ce que l'on veut vraiment que la psychiatrie publique soit le lieu de cet accueil-là? S'il y a des journalistes dans la salle, prenez mot à mot. Nous ne nous soumettrons pas. Et s'il n'y en a pas, c'est pas grave parce on va vous appeler, on le fait tout le temps. Et d'ailleurs, mon voisin de gauche est un spécialiste de l'exercice. Merci à tous. La santé mentale est l'affaire de tous.